Maintenant, go débrief F1. Grand Prix de Miami. On se rappelle, franchement, si vous avez suivi toute la hype qu'il y a à côté, si vous avez vu le Grand Prix avec les stars qui sont venues, le show à l'américaine, c'est pas ici que vous allez trouver des clients de tout ça. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Yo, mais je pense qu'on est à peu près dans le même ressenti. Je suis totalement d'accord avec toi. De ce côté-là, moi, le show américaine, les stars, on peut les enlever honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est la bataille sur la piste. Et honnêtement, c'est tout l'inverse. En gros, t'as un show qui est incroyable en dehors du circuit, et sur le circuit, t'as rien qui se passe. Et ouais, et c'est un peu le titre de cette section qu'on a baptisé un show sans saveur, parce qu'il n'y a vraiment pas eu de saveur. Et pour preuve, il y a eu une stat qui est sortie, c'est qu'en gros, durant la course, il n'y a eu aucun drapeau jaune, aucune virtual safety car, aucune safety car, aucun drapeau rouge, aucun DNF, donc c'est-à-dire aucun abandon, et aucune erreur durant les pit stops. Alors la dernière ligne, elle est importante parce que on pense que c'est limite le premier Grand Prix depuis l'ère hybride où il y a tout ça d'aligné. C'est-à-dire que en gros, les 20 compétiteurs engagés, les 20 voitures engagées sur 57 tours ont fait ce qu'on appelle un flawless, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun problème. C'est quand même un truc de fou. Et il y avait un graphique qui montrait que le pit stop qui a duré le plus longtemps, c'est parce qu'on a changé l'aileron avant je crois, de Sargent, je crois, il me semble. Ouais. Et c'est l'arrêt le plus long. Sinon, tout était parfaitement millimétré, ça s'est bien déroulé. Moi, franchement, il y a des trucs qui m'ont scandé dans le public, scandalisé, pardon. Quand tu vois en fait des gens être contents de passer à la caméra, certes c'est bien, mais quand tu vois par exemple, c'était des gens avec le t-shirt de Ferrari, il n'y avait pas de quoi être à la fête quand il y avait Ferrari, quoi. Je sais pas ce que C'est t'en ça. penses, Yo. Bon, je pense qu'on en est à une ère où les gens sont plus en train de se montrer pour les caméras ou venir dans un événement pour dire j'y étais, plutôt vraiment que de profiter de l'événement. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des places. Alors, si ma mémoire est bonne, il y avait des places qui étaient en vente à un prix assez indécent, où tu n'avais pas vu sur le circuit et où tu entendais le bruit des voitures passer et où tu voyais juste, ben, t'avais des écrans pour voir ce qui se passait sur la piste. Donc rien que ça, c'est quand même incroyable. Ah, c'est un peu le concept à l'américaine, quoi. Exactement, c'est j'y étais et c'est ça. The show must go on, comme les Américains. Ouais. Bon, en tout cas, il y a eu Ouais. une course. Il s'est passé ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de problème majeur. Chose à noter, c'est que bah, on se retrouve en fait avec un Verstappen qui a surdominé le plateau. Il est parti 9e, il termine premier, et franchement premier à l'aise. Et je dirais pas que c'est une de ces victoires que j'ai le plus appréciée. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, Yo. Mais en fait, je l'ai senti en maîtrise, et on le verra tout à l'heure par la data. Mais je l'ai senti en maîtrise totale, serein. Et pour moi, là, il avait le mindset des grands champions. Il n'a pas gueulé dans le micro. Il a demandé un truc à un moment, alors que son ingénieur lui a répondu, hein, je pense, un peu mal. Mais à un moment, il a demandé justement des datas, il a demandé comment il devait régler son aileron. Enfin, c'était millimétré. Tu sentais que là, Ouais. pour moi, c'était comparable au Lewis des grandes années, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a une maîtrise totale. Il a parlé, il ne demandait pas à ce qu'on fasse ralentir Perez ou quoi que ce soit. Il était concentré sur sa course, comme tu dis, il demande de la data. Ça montre que ce qu'il voulait, lui, c'est être vraiment à la perfection et faire un week-end parfait, quoi. Et alors, certaines personnes ne vont pas aimer, mais certes, c'est ce qu'on attend de lui. Ah oui, C'est ce bah, qu'on attend complètement. d'un Verstappen. Mais en plus, c'est pas facile pour lui parce que dans la présentation qu'il y a eu avant des pilotes, il a été sifflé par tout le public Ouais. qui est du coup acquis à la cause de Pérez parce qu'on rappelle qu'à Miami, je crois que c'est 70% de la population parle au moins espagnol, donc, Et mexicaine, je crois. Ouais. et mexicaine. Donc franchement, tout le monde était derrière Pérez, mais Verstappen a su se refocus et il a su maîtriser. Et en vrai, c'est ce qu'on attend des grands champions. Et je pense que là, il est en train de montrer que ça va le devenir une légende, quoi. Au même titre qu'un Fernando, qu'un Vettel, qu'un Hamilton. Je pense que là, il rentre dans la cour des grands avec des courses comme ça.
tout à fait d'accord. C'est vrai que ouais. Là, il va vers quasiment vers son troisième titre. Donc c'est vrai que là, il montre qu'il a atteint une certaine maturité. Assez jeune en plus. Mais encore jeune, faut qu'on le rappelle. Ça, c'est vrai. Et du coup, il y avait une stat. C'est pour ça qu'on vous a emmené un peu sur ce terrain-là. C'est qu'il y avait une stat, c'est que du coup, Max Verstappen rejoint Sébastien Vettel en termes de courses gagnées. Celui qui a gagné le plus de courses avec Red Bull. Ils ont tous les deux gagné 38 courses. Bon, on pense qu'il va quand même le battre cette saison, ce record. Mais ça montre déjà, un, sa longévité avec Red Bull, et deux, bah, son ultra domination sur les dernières saisons. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est ça, un petit peu à prendre avec des pincettes. On est sur des saisons qui sont beaucoup plus longues qu'avant aussi. À l'époque de l'été, on était plutôt sur des saisons à 15-16 courses, alors que là, on est autour de 23 courses, donc il y aura quand même 7 courses. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça montre en tout cas sa longévité et sa régularité avec sa Red Bull. C'est vrai que tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais avant, les saisons ne dépassaient pas les 20 circuits sur la saison. Exactement. On était plus sur 17, 16 courses, Ouais. mais rarement au-delà des 20. Du coup, bah, si on refait le top 10, qu'est-ce qui s'est passé? Verstappen premier, Perez second, Alonso troisième. Troisième. Alonso, c'est le meilleur des autres, on va le dire. Meilleur que les Red Bull. Enfin, meilleur autre que les Red Bull. Bien sûr, Et une Red Bull serait peut-être meilleur que les autres, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais Fernando, il est exceptionnel. Pour vous faire la petite anecdote, ce qui s'est passé durant ce week-end, Grand Prix, et Fernando dit beau dépassement dans la radio pour dire que Stroll avait fait un beau dépassement parce qu'il l'avait vu sur l'écran géant. Donc le mec est en train de piloter à plus de 250 km/h, 300 km/h. Il voit sur l'écran géant que Stroll fait un dépassement, il le dit à la radio. Franchement, il est trop. Il est trop à ce niveau-là, quoi. Mais Russell, quatrième aussi. Si on doit souligner une belle perf ce week-end, autre que les Red Bull, je pense que tu as aussi les Mercedes qui du coup ont un peu défailli en qualification, mais qui en rythme de course, et notamment Hamilton qui a eu un très très bon rythme de course, bah, elles ont su en fait tirer un peu leur épingle du jeu. Surtout que derrière, bah, les Ferrari ont un peu de choc. Franchement, Ouais, ça, Alex n'est pas là, mais je pense que ah ouais, bah, là, il ils ont serait, fait. là, il pleurerait. Mais bah oui, pour vous faire un peu la transition, Leclerc qui en qualification a mis la voiture dans les rails. Et Sainz qui n'a pas de rythme, franchement, sur les derniers Grands Prix. En plus, il se prend une pénalité de 5 secondes bêtement parce qu'il fait un excès de vitesse dans les stands. Enfin là, ils n'ont pas de chance, les supporters de Ferrari, parce que les saisons d'avant, c'était surtout la stratégie et le management qui pêchaient. Et là, on a plus tendance à dire que c'est les pilotes. Je sais pas ce que tu en penses, Yo, mais c'est quand même dommage. Alors, je sais pas si c'est les pilotes ou la voiture qui pêche. Ah ouais? Euh, Ouais. Parce que un Leclerc qui fait beaucoup d'erreurs, c'est un Leclerc, généralement, c'est un pilote, soit il n'a pas confiance en sa voiture, soit il surconduit sa voiture parce qu'il est obligé d'aller chercher plus que ce que la voiture permet. On le voit durant plusieurs courses, c'est lui qui va. C'est soit il va trop vite sur un vibreur, soit il freine super tard. Donc, je pense que les Ferrari vont vraiment limiter. Alors, Leclerc, lui, va vraiment limiter de voiture. Et contrairement à Sainz, je pense qu'il, lui, ne prend pas de risque autant que Leclerc. Mais on voit que la voiture n'a pas de rythme grâce à la voiture de Sainz. Ouais, c'est plutôt bien vu. Du coup, tu dirais que, par exemple, la faute de Leclerc quand il va dans le tas en qualification, c'est plus à cause de la voiture ou à cause d'un excès d'engagement, ou les deux? Je dirais que c'est à cause d'un essai d'engagement, mais à cause de voiture. Ah ouais? Ouais. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Et du coup, tu penses que... Parce qu'en fait, on a eu les dates un peu des packs d'optimisation pour Ferrari, qui va se faire en 3 étapes, il me semble. Il va y avoir Barcelone avec un kit, on va dire d'amélioration, un kit Monaco qui sera exclusivement dédié à Monaco et un kit pour après. Je sais plus où ça sera, mais pour juste le Grand Prix d'après.
Tu penses qu'avec ces packs d'amélioration, ils vont essayer de combler l'écart qu'ils ont avec Red Bull ou juste déjà revenir sur potentiellement Mercedes et Aston Martin? Ouais, je pense que là, on sera vraiment sur du revenir sur Aston et Mercedes. En tout cas, asseoir leur deuxième position. Ok. Après, ils cherchent Red Bull. Je pense que on a compris que c'est pas possible. À la limite, il faudrait développer une voiture pour l'année prochaine déjà, ce qui est sûrement le cas déjà chez Ferrari. En tout cas, déjà Ouais. reprendre la deuxième place, c'est l'objectif de Ferrari. Ok. Bon, on suivra ça avec intérêt. Donc, pour rappeler du coup la fin du classement du top 10, Sainz 5e, Hamilton 6e, belle course d'Hamilton, qui débutait 13e, Leclerc, Gasly Ocon, les Et Alpines Alpine, troisième. qui marquent des points, et Magnussen dans le top 10. Franchement, Magnussen, incroyable. Franchement, il nous a fait une belle course. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Un beau week-end. Au global, même en qualif, il était. Ouais, c'est vrai que les As étaient plutôt bien positionnés sur les différentes phases d'essai, de qualif et aussi de course. Donc ça, on l'a passé. Dans le débrief, petit moment un peu rigolo du Grand Prix qui fera pas plaisir aux supporters de Ferrari. Il y a Russell qui a dépassé Sainz au 39e tour et il s'est permis de chanter à la radio pour fêter ce dépassement. En plus, le dépassement était beau parce que c'était sur une zone de freinage. Mais je trouve que c'est le petit moment fun de ce Grand Prix avec aussi Fernando. Fernando, c'est un moment fun tous les 15 tours à peu près. Donc, euh, donc voilà, c'est pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose durant ce Grand Prix, hein, si on en vient à Ouais. dire ça. Du coup, avec tout ça, quel est le classement? Donc, niveau classement constructeur, on a Red Bull à 224 points. Là, ça commence à causer. J'ai regardé un peu dans les données. Là, on est au niveau de ce qu'a fait McLaren dans l'année 1985. On est dans Ferrari 2004 et on est dans Mercedes 2018. Donc du coup, semble-t-il, là, on a Red Bull 2023. Donc c'est une surdomination totale. Il y a pas à dire. Il y a Mercedes qui revient très fort sur Aston Martin, se repositionne à 6 points de Aston Martin. Ferrari qui commence un peu à laisser des points à côté. McLaren qui se voit Alpine bien rebondir et les rattraper. As, grâce à Magnussen qui marque un petit point et qui se détache un peu d'Alfa Romeo. Et puis après, AlphaTauri et Williams, c'est encore un Grand Prix compliqué en tant que fan de Williams, mais on survit et on apprend. Mais je trouve on est mieux que les saisons d'avant. Donc c'est bien engagé. Un petit avis, Yo-Yo, sur ce classement par équipe? Non, je pense qu'il est assez cohérent en tout cas. Pour moi, Alpine devrait être devant McLaren. Ça, c'est indéniable niveau performance. Et puis sinon, bah, il est assez cohérent avec ce qu'on voit depuis le début de la saison. Euh, non, Red Bull, je pense que Red Bull sera sur un record de points de la saison qu'on n'aura jamais vu en F1. Ça, Ouais. c'est clair, net et précis. Et puis, on aura une belle petite bataille entre Aston et Mercedes une fois que tout le monde aura, je pense, aura trouvé la bonne voiture et le bon équilibre. C'est vrai. Bonne analyse. Du coup, parce qu'on a fait le classement des équipes, sur le classement des pilotes, là, Verstappen reprend un peu d'avance sur Perez. 119 points pour Verstappen, 105 pour Perez. On a le petit Fernando qui fait que des top 4. Enfin, il a fait un top 4 et après que des top 3 depuis le début de la saison, donc 75 points. Hamilton, franchement, on le voit pas trop, mais il est là, hein, 56 points. Et après, ça descend. Et Leclerc, 34 points. Donc ça veut dire que la Sainz a 10 points d'avance sur Leclerc. Est-ce que tu penses que ça va jouer dans la stratégie plus on avance dans la saison? Et si Leclerc n'arrive pas à rattraper ce gap, est-ce que tu penses que Sainz va finir votre pilote numéro un? Euh, non, je pense pas. Honnêtement, je pense que Leclerc, en un ou deux Grands Prix, il va le dépasser. Ok, le pari est pris. Honnêtement, Sainz, c'est le pilote Ferrari qui ne fait rien et qui a peur de sa voiture.
Ok. Affaire à suivre. Et en tout cas, Russell 40 points à 16 points d'Hamilton. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que Russell fait des meilleures courses, mais Hamilton en fait est beaucoup plus régulier. C'est Donc, ça. est-ce que c'est pas un peu le maître mot, la régularité, qu'on va devoir avoir à travers ces 23 courses de cette saison? Hmm. Si, c'est obligé. De toute façon, à tous les niveaux, hein. Quand tu regardes tous les niveaux, Verstappen, si continue comme ça, c'est régulier. Perez ne pourra pas le rattraper. Alonso, je pense que pareil, sa régularité est 3, 4, 5. Il finit 3, 4, 5. Il est dans le top 3 fin de la saison. C'est vrai, Et c'est vrai, après, c'est vrai. ben, les autres, Sainz, ce qui fait qu'il est là aussi, c'est sa régularité parce qu'il fait pas de fautes. Certes, bon, après, il va pas loin, mais derrière lui, ça fait des fautes, quoi. Stroll, qui finit loin, il erre. Leclerc, qui fait que de se cracher. Russell, c'est la voiture qui n'est pas assez régulière en ce moment. Donc, une fois que ça sera remis en place, je pense que Sainz, s'il ne se bouge pas, il va se retrouver derrière tout seul. Ah ouais, le pauvre Sainz. Bah, on suivra en tout cas. Ce qui lui plaît pas trop en ce moment, c'est de se faire dépasser par Alonso à chaque fois. Euh, Parce qu'Alonso est vraiment la grande menace pour tout le monde, j'ai l'impression. Et t'as l'impression que tout le monde a peur de lui. Et personne s'attend à qu'il soit à ce niveau-là. Après, je pense que Sainz, c'est plutôt une guerre d'ego, quoi. Tu vois, c'est l'Espagnol qui était censé prendre la succession d'Alonso et il n'y a pas de succession, quoi. Ce sera jamais la star espagnole en F1 en Espagne. C'est vrai. Bon, en même temps, ça sera une star pour nous, quoi qu'il arrive. Fernando, ça Ouais, restera. ouais, c'est ça. Mais tu vois, en Espagne, pareil, Fernando, c'est une star, alors qu'il serait pas en F1. Alors certes, c'est une star sans être en F1. Derrière, tu aurais Sainz, serait comme l'Espagnol, le chouchou du public, alors que l'homme, il est masqué par Alonso. C'est vrai. C'est vrai. Alors que tu as une transition qui a l'air de plutôt bien s'opérer entre Hamilton et Russell Ouais. en termes de Britanniques qui vont briller. Ouais, c'est vrai. Tu as plutôt raison. Euh, donc c'était surtout ça pour le débrief, on va dire, plus classique, côté Grand Prix de Miami. Maintenant, au niveau de la data, donc vous savez, on suit la data grâce à notamment le compte F1 Data Analysis. Et on en parlait un peu en pré-live. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Et ben en fait, on a vu un Verstappen avec une régularité, comme on a rarement vu depuis qu'on étudie ces données-là. C'est qu'en fait, bah, il a démarré 9e, donc en gros, il se retrouve dans le gros paquet du départ. Mais une fois qu'il a trouvé son rythme, il l'a pas lâché. La seule fois où il a pu le lâcher, c'est quand ses pneus médiums du départ ont commencé à faiblir. Mais après, il est devenu hyper régulier. Et plus la voiture perdait en essence, plus bah, en gros il était maître de sa voiture. Euh, Sur ça, bah, déjà on parlait aussi du rythme d'Hamilton, qui est pas très loin de celui de Verstappen en termes de régularité, mais très loin en termes de performance, surtout à cause de la voiture. On rappelle que Verstappen a fait un pic à 350 km/h en course, Encore ça. donc c'est quand même monstrueux. Pour toi, on en parlait un peu au début de ce sujet-là, mais est-ce que là, on a un pilote qui a le talent, plus la voiture, plus aussi un- une partie chance qui va avec le champion, mais est-ce que tu penses qu'il y a la bonne alchimie là pour avoir une des saisons la plus maîtrisée par un pilote? Ouais. Alors, je pense, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment le pilote parfait actuellement. Il a la mentalité, il commence à avoir expérience aussi. Et le facteur chance, forcément, il faut qu'il l'aime, mais la Red Bull, honnêtement, aujourd'hui, peut quasiment rien lui arriver. Sauf erreur, comme tu vois, on l'a eu un qualif où c'est indépendamment de leur part. Il savait que sinon, on a clairement le top du top, le pilote, la voiture. Et puis, les conditions aussi sont avec lui, quoi. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui met en péril euh, tout ça. Et puis, on le voit là sur le graphique que tu montres, la régularité, elle est juste incroyable. C'est linéaire. Franchement, tout ingénieur en F1 rêverait d'avoir un pilote qui a, qui montre que la voiture est tellement parfaite qu'il arrive à la maîtriser comme ça. Et je vous encourage à regarder sur la chaîne. On avait fait un sujet focus notamment sur le rythme de course qui avait très bien expliqué Yo-Yo et Alex. Et on vous expliquait notamment bah,
pourquoi c'était important d'avoir un bon rythme de course. Et là, on le voit. C'est que, en gros, même en démarrant 9e, avec un rythme de course maîtrisé, on arrive à aller jusqu'au bout. Et il y a un autre pilote qui arrive très bien à le faire, plutôt dans la gestion aussi de sa monoplace, c'est Fernando Alonso, parce que son passage en fait en endurance lui a permis d'avoir sur des longs runs l'expertise pour vraiment maîtriser son sujet et sa voiture. Est-ce que tu penses que grâce à diverses expériences, notamment l'endurance, on peut en parler d'endurance, mais si on peut parler par exemple de rallye ou autre, est-ce que tu penses que des pilotes venant d'autres catégories pourraient en fait apporter quelque chose à la F1 en termes de performance? En vrai, je pense que bah, totalement, quand tu regardes. Alors, faut qu'on voit où il est Magnussen. Alors, la voiture Magnussen n'est pas la meilleure. Et clairement, quand on regarde un Magnussen, quand même, ça reste comme un. Bah, là, on le voit avec sa voiture, ce qu'il a fait ce week-end. C'est incroyable. Et t'as très vu le pilote qui ferait avec la Haas, que lui arrive à faire. Alors, Hülkenberg, faut pas le critiquer parce qu'il fait comme. Il revient, c'est sa saison de retour. Mais clairement, Magnussen aussi fait un très bon week-end. Et on voit que les pilotes qui sont en endurance, en tout cas, les pilotes qui sont sur asphalte, peuvent apporter quelque chose à la F1 aujourd'hui. Je pense Ouais, qu'un gros Jean qui a un IndyCar reviendrait. Il ne sera pas perdu avec sa F1. Euh, et puis on voit De Vries aussi. Alors De Vries, c'est compliqué un peu, mais De Vries qui revient de Formula I, c'est vrai. il est pas trop mal aussi, hein. Non, c'est vrai, il est pas trop mal. Et du coup, oui, tu parlais de Magnussen, donc c'est la courbe qui est en plutôt blanche ici. Et en fait, on se retrouve, malgré le paquet de départ, donc ça, au départ, les 5 premiers tours, vous pouvez pas trop tirer des tendances, parce qu'en fait, on se retrouve dans le paquet. Mais en fait, il a su gérer ses pneus dès le départ, et après, il a plutôt une forme un peu aléatoire. Et en fait, je pense que c'est notamment à cause du fait qu'il soit dans le paquet DRS. Donc, ce qu'on appelle le paquet DRS, Ouais. c'est quand vous avez en fait des voitures qui sont tellement proches que ça crée en fait un bouchon. Et en fait, vu que tout le monde a le DRS, bah, tout le monde a la même quasiment vitesse de pointe. Et en fait, personne n'arrive à se déplacer, ce qui est dommage. Et tout le monde vide sa batterie du coup dans les lignes droites pour essayer de se déplacer avec le DRS, mais personne n'y arrive. Donc en fait, à mon avis, il s'est retrouvé bloqué là, aussi avec Ocon, Bottas, et tous les autres. Donc pas facile pour lui de gérer quoi. Ouais. Après, tu vois, il y a une très bonne gestion. Tu vois, c'est quand même c'est assez répétitif. Ouais, Le motif est assez oui, c'est vrai. répétitif aussi. Donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de régularité, on en parle un tout petit peu en pré-live aussi, pour ceux qui étaient là. Bah, on vous parlait en fait des vitesses dans le tournant le plus lent du circuit à Miami. Et en fait, bah, c'est les vitesses mesurées dans ce virage le plus lent. Et en fait, on voulait montrer bah, une régularité phénoménale de Ocon, qui est un peu le mode robot du pilote activé ici. C'est-à-dire que sur les tours mesurés sur ce virage lent, et ben, il a que 1 km/h d'écart entre le passage le plus vite et le passage le plus lent, ce qui lui fait une belle moyenne à 68 km/h. Et en fait, on voulait attirer votre attention sur une chose, c'est que on vous en parle souvent, que la vitesse ne fait pas tout. Pourquoi? Parce que par exemple, Gasly, qui a une moyenne la plus haute à 69 km/h dans ce virage le plus lent, bah, c'est pas celui qui est le plus rapide en course. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est d'être régulier et aussi en fait bah, d'être performant sur tout le reste du circuit. Et là où on voit où il y a des Tsunoda qui sont par contre à 64 de moyenne, bah là c'est pas suffisant pour aller chercher des dépassements. Donc Yuyo pourra vous en parler, je pense, pendant des heures du rythme de course. Mais Rythme de course, c'est aussi la vitesse embarquée et la trajectoire aussi, ouais, parce que ouais, la personne qui rentre le plus rapidement dans un virage, c'est pas celle qui ressort le plus rapidement aussi. et ça c'est exact. Et c'est vrai que ça on en parle souvent si vous faites un peu de course sur des jeux vidéo. La trajectoire, c'est ce qui fait la différence dans 90% des cas en, en course. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, aux gens qui, comme on peut s'ennuyer sur un Grand Prix de Miami, si on doit regarder quelque chose et apprendre quelque chose, par rapport à ça, qu'est-ce que tu conseillerais de regarder dans un Grand Prix? Parce que je commence à regarder deux choses, enfin trois choses. Les points de freinage, c'est-à-dire où les gens freinent exactement. Vous verrez que sur chaque circuit, il y a des panneaux à gauche.
100, 150, 50. Il y a des bandes blanches aussi auxquelles on ne fait pas très attention. Des fois, ça peut être un élément visuel. Par exemple, comment ça s'appelle? Aspa, ça peut être la cabane qui est à droite, euh, près du Rédillon. Ça peut être également un arbre ou quoi que ce soit. Donc faites attention vraiment à ça. Et regardez où il freine et où il réaccélère. Le petit compteur, généralement, qui est affiché des fois on peut voir sur les tours embarqués. Regardez ça, vous verrez que déjà, rien que ça donne des indications. Ensuite, la trajectoire également. Entrée de virage où le pilote il est. Donc, généralement, très extérieur. Des fois, la route touche l'herbe. Et puis, regardez comment ça va dans le virage et où il ressort. Après, je pense qu'on pourra le voir peut-être lorsqu'Inco mettra une vidéo à l'occasion. Mais généralement, c'est toujours à l'intérieur du virage, il est quasiment sur le vibreur. On ressort à l'extérieur d'un virage, quasiment soit sur le vibreur, des fois dans l'herbe, ou en tout cas toujours le plus extérieur possible. Ce que permet la piste et les track limits imposés par les FIA. Et ensuite, troisième chose, auquel on ne pense pas, mais les marques au sol. Alors c'est bête, les marquages au sol où passent les voitures, c'est vrai que c'est toujours plus sombre et où freine également. En fait, la partie est toujours plus sombre parce que trace zéro. Et également, vous verrez qu'il y a une zone qui est nette, alors qu'à d'autres endroits, il y a des petits boules de gomme. Donc, lorsqu'il y a des petits boules de gomme, c'est-à-dire que les voitures ne passent pas là. Et en plus, si tu ramasses les petites boules de gomme, ensuite tu dois nettoyer toi-même tes pneus Exactement. en essayant de freiner, de cramer la gomme que tu as récupérée. Bah, trop intéressant, merci Yo. Ouais. Mais je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler avec un circuit qui est un peu spécial pour ça, qui est Zandvoort, où là les trajectoires sont très importantes, et notamment avec un virage qu'on appelle en banking, donc qui est légèrement surélevé. Il y a une inclinaison. Et en fait, vous verrez dans ce Grand Prix-là qu'il y a des trajectoires, soit on prend tout en bas, soit on prend tout en haut pour avoir un maximum de relance après le virage. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors du Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas. Exactement. Et petit conseil d'ailleurs pour ceux qui veulent jouer ou qui veulent se lancer dans le jeu, n'essayez jamais d'être plus rapide, mais essayez toujours d'avoir la meilleure trajectoire. Et vous verrez que vous serez rapide automatiquement. Excellent conseil, que je ne suis pas trop de temps en temps, mais, mais excellent conseil. Mais tous les jeux de course sont basés là-dessus, c'est la trajectoire Exactement. qui est la plus importante. Euh, Bah merci Julio pour ces précisions. On a fini la partie data et débrief du Grand Prix de Miami. Du coup, petite transition. Maintenant, Road to Imola. Imola, Grand Prix mythique. Pourquoi? Parce que c'est la mort, c'est le Grand Prix où il y a eu la mort de Ayrton Senna. Mm. Et c'est un circuit un peu atypique. Donc c'est le Grand Prix d'Emilia-Romagne, Emilia-Romane, euh, en Italie. Donc premier Grand Prix en 1980. 63 tours, 4 km 9, et surtout une particularité comparée au Grand Prix qu'on a eu depuis le début de la saison, c'est que vous allez avoir une seule zone de DRS. Et ça va nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette zone de DRS, bah, elle va être importante pour pouvoir dépasser, mais c'est aussi que les pilotes vont devoir jouer un peu avec leur talent pour aller chercher des dépassements dans d'autres endroits, notamment les virages un peu plus lents. On pense notamment au virage 7 qui a un peu un U. Vous avez, bah, comme le disait Yu avec les trajectoires, la possibilité aussi de bien vous relancer, avoir une petite Ouais. remontée. Euh, du coup, ça sera dans 10 jours, donc c'est dans 2 semaines qu'il y aura le Grand Prix d'Emilia-Romagne. Pour les dates, donc du coup c'est 19 commencent les essais 1, donc c'est pas un format sprint, c'est un format classique. 16 heures les qualifications le samedi et 15 heures la course. Petite question pour toi, Yo-Yo. Qu'est-ce que toi t'en retiens de ce Grand Prix d'Emilia-Romagne? Est-ce que c'est un que tu mets parmi tes préférés? Est-ce que c'est un que t'attends? Comme on le disait lors des différents épisodes de cette saison, c'est un des premiers circuits, on va dire, un peu vrai circuit qu'on va avoir. Exactement, ouais. Est-ce que t'en attends quelque chose, toi, de ce Grand Prix-là? Alors, ouais, je suis plus fan. Après, moi, plus ancienne école, je suis fan des anciens circuits. Donc, toujours content de retourner sur un circuit, en plus, un circuit mythique. Alors, certes, marqué par la mort de Senna et de je sais pas comment il s'appelait, Radsberger, ou pas Ravensberger, mais Radsberger.
Mais c'est vrai que. Et puis, c'est un circuit qui est assez complexe. Alors, il y a une zone des détections, comme tu l'as montré, mais il y a des chicanes, parties très lentes, et d'autres parties qui sont assez rapides. Donc, le début, où tu as un gros freinage pour la première chicane, ensuite, ligne droite, virage assez rapide. Exactement, ouais. Ouais, tu mets sur stream. Ouais, on va mettre la vidéo sur le stream. Donc, si Ouais. vous êtes en format podcast, vous pourrez la retrouver notamment sur YouTube. Donc, on met ce qu'on appelle un on-board, donc la caméra embarquée sur Verstappen, et c'était sous la pluie. Donc, ça devait Ouais. être la saison précédente. Ouais, ouais c'est son dernière où il a plu, je crois, pendant les qualifs. Ouais, exactement. Et du coup, bah, c'était un des tours les plus rapides. Donc, c'est pour vous illustrer un peu nos propos qu'on vous met ça. Donc, ouais, circuit, on va dire, aussi atypique parce que c'est aussi un bitume course, C'est circuit. ça. Est-ce que toi, t'attends plus de spectacles qu'à Miami quand même? Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais, plus de spectacles. Sachant que les Grands Prix d'Italie ont toujours été assez exceptionnels ces dernières années. Que ce soit Imola, que ce soit. Comment ça s'appelle? Où ils vont en MotoGP, j'oublie le nom à chaque fois. Euh, Ah oui, je vois. Mais j'ai oublié aussi. euh, j'ai oublié le circuit. Le Mugello. Mugello, voilà. Exactement, Mugello ou à Monza. Dans tous les cas, on a toujours vu soit des victoires françaises, soit des Grands Prix rebondissements avec des safety cars, des machins comme ça. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup. Et Et puis on attend un retour des Ferrari aussi, parce que c'est vrai que voilà. alors j'ai lu quelque chose, donc ça fait maintenant 10 jours, c'est qu'à cause des mauvais résultats de Ferrari, les Italiens ne vont de moins en moins voir les Grands Prix de F1. En sachant qu'avant les tifosi, c'était quand même les spectateurs les plus mythiques sur un circuit au monde. Donc autant dire que si on perd tous les tifosi, Ouais, là, ça va être c'est chaud. compliqué. Ouais, ouais, c'est clair que. Puis en plus, c'est Imola ou Monza où l'écurie, enfin l'usine Ferrari est vraiment à côté, À Monza. à Monza. Imola, Ouais, c'est plus AlphaTauri. exactement, ouais. Ok. Ouais, bah, en plus, circuit quand même un peu particulier. Comme on disait, il y a des montées, il y a des descentes. Est-ce que tu penses que c'est un circuit où on peut avoir en fait une contre-perf ou on va dire plutôt une autre voiture que la Red Bull qui arrive à se hisser au sommet? Ou est-ce que tu penses que la Red Bull est taillée peu importe le circuit? Alors je pense que ça Red Bull est peu n'importe le circuit. Par contre, on pourrait voir justement des voitures qui se rapprochent un peu plus de Red Bull. Ok. Par exemple, là, la Stone, on pourrait peut-être l'avoir un peu plus faite pour ce circuit. Pareil pour la Mercedes. C'est vrai que, par exemple, on aurait vu Hamilton galérer ce week-end, se plaindre pas mal. Et je pense que ceux où il est sur les prochains Grands Prix qui sont sur des circuits mythiques et qui existent depuis longtemps, on pourrait les revoir de retour. Ouais, tu fais bien d'en parler parce que est-ce que c'est pas un tracé aussi qui commence à se rapprocher un peu plus de la physionomie un peu de la Mercedes, qui est très forte dans les courbes un peu rapides, mais tant qu'il n'y a pas de ligne droite ou des circuits comme en Arabie Saoudite, là, sur des circuits comme ça, elle peut gérer, quoi. Parce qu'on sait Exactement, ouais. que l'un des problèmes de la Red Bull cette année, s'ils en ont un, c'est bien en fait les virages lents, qu'ils ont du mal en fait à aller chercher de la vraie perf dedans. Et ils pourraient avoir en fait un phénomène un peu de glisse sur certains virages de Imola. Est-ce que tu penses que ça peut leur jouer des tours? Et est-ce que pour la première fois de la saison, on peut attendre la pluie pour ce Grand Prix? Et j'espère qu'il y aura de la pluie parce que l'année dernière, c'était une séance d'essai incroyable. C'est vrai. Avec un Magnussen qui était bien placé, Alonso on fire. Donc ça va être incroyable de ce côté-là. Et niveau course, j'attends honnêtement des dépassements. Je pense que un Hamilton, un Russell également qui performe bien. Alors on aura peut-être deux Red Bull encore loin devant. On pourrait avoir une bataille entre Stroll, Alonso et Hamilton, Russell et Leclerc. Ah ouais. Ouais, Un une petite beau, bataille à 5. un Exactement. beau tiercé. Sachant que ce qui est important de noter, et ça on vous l'a pas précisé, mais on l'avait déjà dit la saison d'avant, c'est que quand vous avez des grands prix,
Ce qui est important aussi, c'est d'avoir sur l'asphalte, c'est d'avoir en fait des voitures qui passent avant pour gommer la piste. Et en fait, là où à Miami, il y avait que le Grand Prix de Formule 1, surtout que c'est un asphalte qui a été refait, donc du coup, il était hyper clean. En plus, avant la course, il n'y a plus, donc du coup, ça a tout nettoyé. Du coup, il a fallu reprendre tous ces repères au niveau de la gomme. En fait, là, vous allez avoir Formule 3, Formule 2 et Formule 1 dans le même week-end. Est-ce que tu penses que va y avoir vraiment du spectacle et que c'est un des grands prix à suivre avec la Formule 2, Formule 3 ce week-end? Alors, Formule 3, ça va être pompon. Honnêtement, ne ratez pas ça. Je pense que vu la philosophie du circuit et les chicanes qu'il y a, on risque de voir des choses, des voitures décollées ou des voitures en tout cas se rentrer les unes derrière les autres. On risque de voir pas mal de beaux dépassements aussi parce que c'est un circuit qui, alors, à certains endroits, permet d'être à deux ou trois de front. Oui. Donc de ce côté-là aussi, ça va être beau. Et puis avec la fougue des jeunes, allons-y. Et pour la F1, comme je dis, je suis assez mesuré. Je pense que Red Bull sera encore devant. Et je pense qu'on aura une belle bataille entre les trois autres écuries. Parce qu'ils sont à un niveau égal, je pense, sur des circuits comme celui-ci. Et puis derrière, je pense que les Alpines et les McLaren nous offrent aussi un beau spectacle pour les places d'honneur. Ok, c'est noté. On prendra rendez-vous du coup pour l'épisode 7 des Seigneurs de la F1 qui sera un débrief de Grand Prix de Imola. Maintenant, c'est l'heure de passer au prono, Yo-Yo. Ouais. T'avais vu juste Verstappen-Perez, mais, Donc, mais bon, t'avais mis Leclerc, Leclerc troisième. Je pense qu'on va oublier maintenant de mettre Leclerc exactement. aussi haut. Je vais lire top 5, mais pas plus. Ah ouais, ouais. Franchement, et encore, hein, là, c'était compliqué pour lui, hein. Du coup, pour Imola, toi tu vois qui dans le tiercé? Bah, de toute façon, le circuit en ville, c'est terminé. Donc Perez, c'est fini, il va pas gagner. Donc Verstappen, Perez, Oh, tu dis et terminé, puis mais tu le mets quand Russell. même. Non, mais je veux dire qu'il sera pas premier. Mais Verstappen en premier, Perez en deuxième et Russell en trois. Ah, Russell. On rappelle que Russell, c'était quoi, il y a 2 saisons où il s'est chopé avec Bottas, Ouais. avec la fameuse séquence où ils sont percutés à plus de 300 km/h et après, Russell qui vient prendre des nouvelles et Bottas qui lui fait un doigt d'honneur. Ou l'inverse, je sais plus. C'était un des deux qui faisait ça. Ok, Mais ouais, c'est noté. pour moi, c'est ce top-là. Et tu dis Pérez, mais bon, tu le mets deuxième. Ouais, deuxième, ouais. Ouais, mais tu disais que c'était fini pour lui vu que c'était plus en ville. Oui, il va plus gagner jusqu'à Monaco, quoi. Du coup, tu le mets déjà en prono pour Monaco. Ouais, j'ai mon vainqueur pour Monaco. Ça, c'est sûr. Le circuit, c'est ça, c'est son circuit. Ok. Limite, on pourra prendre déjà les paris quand ça viendra. Du coup, Verstappen, Perez, Russell. Ok, on attendra le prono de notre brave Alex pour compléter tout ça. Moi, de mon côté, oh là, en fait, pour moi, tout va dépendre de s'il pleut ou s'il pleut pas. Exactement, ouais. C'est vrai que ça change tout le week-end. Parce qu'en fait, on a jamais vu les monoplaces 2023 sous la pluie. C'est le plus. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Ouais, c'est que s'il pleut, t'as Alonso qui gagne. Pour moi, c'est un Alonso Hamilton qui gagne s'il pleut. Par Attends, contre, s'il pleut pas, j'étais en train de mettre un Alonso parce que ça serait exceptionnel. Alonso qui gagne, franchement, moi j'ai envie de voir ça dans la saison. Je signe. Je mettrais bien un. Ah non, je vais quand même rester sur Verstappen parce que pour moi il est clairement au-dessus, peu importe exactement. ce qui lui arrive. Verstappen, Alonso, Hamilton. Parce que ça va être, je pense, un petit circuit à l'expérience. Et pour moi, là, c'est les trois qui dominent à l'expérience. Ouais, je suis d'accord. Ok, merci Yo pour les pronos, merci pour les précisions et le débrief.